Grignoter, c'est avoir sous la main des produits qui sont en général rarement du brocoli, mais plutôt des petits gâteaux, des chouquettes. Si on est plus éduqué, ça peut être des amandes, des pistaches. Et on cale une petite faim. Et ce qui est très très intéressant, c'est pourquoi on a cette petite faim. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. AVS avec Philippe Robichon. Docteur Régine Laouche, docteur médecin, donc nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et auteur de ce livre, voilà, que vous montrez à la caméra, la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, aux éditions Albin Michel. Bien. Alors on va parler du grignotage aujourd'hui. On parle du grignotage parce que beaucoup de gens sont confinés et que plus on reste à la maison et plus la tentation de grignoter est grande. Alors grignoter, c'est un peu un mot valise. Qu'est-ce que ça veut dire que grignoter ? Grignoter, c'est avoir sous la main des produits qui sont en général rarement du brocoli, mais plutôt des petits gâteaux, des chouquettes. Ça peut être, si on est plus éduqué, ça peut être des amandes, des pistaches. Et on cale une petite faim. Et ce qui est très très intéressant, c'est pourquoi on a cette petite faim. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Au fond, il y a une règle en France, parce que c'est pas la même dans tous les pays, c'est d'avoir 3 repas par jour. C'est-à-dire que le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment au niveau scientifique de règles sur est-ce qu'il faut 2 repas, 1 repas, 3 repas. Il n'y en a pas. Par contre, il y a des codes sociaux qui sont très importants, qui rythment la vie de tous les jours, de toutes les familles. Et ces codes sociaux, en fait, dictent le fait de s'asseoir à table et de manger. Le problème, c'est que quand vous voyez, par exemple, ce que je peux vraiment appeler la dérive de la société américaine, c'est qu'aux États-Unis, les gens ne mangent plus à heure fixe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les gens ont des très belles cuisines. Et c'est presque une anecdote, mais elle est sympa. Vous allez dans la cuisine, dans des très très belles maisons américaines, vous ouvrez le four, il y a souvent la documentation dans le four. C'est-à-dire que le four n'a jamais servi. C'est un peu la cuisine des Kardashians. C'est-à-dire, je sais pas, je connais pas les... Vous avez vu ? Non, je connais pas. C'est des cuisines qui n'en finissent pas. Ah oui. Il y a toujours des fleurs partout. Oui, mais enfin, c'est de la télé, ça. C'est de la télé, c'est pas la vie. C'est vraiment pas la vie. Mais enfin bon, là vous m'embêtez là. Là vous me cherchez, Philippe. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les gens rentrent dans la cuisine, ouvrent le frigo, se font un sandwich, vont manger, vont regarder un truc. Et donc, c'est la déstructuration du repas qui est probablement la première cause d'obésité, contrairement à ce qu'on croit. Plus que le fait de savoir ce que l'on mange. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce besoin, docteur Alouche, de grignoter ? On le ressent parce que... Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des vraies raisons, c'est que parfois on a un petit coup de pompe dans la journée, des coups de pompe qui sont physiologiques. Par exemple, à 11h, vous allez tous ceux qui nous écoutent vont avoir un petit creux. Alors ce petit creux, il est très très important, j'en parle souvent. C'est le creux qui permet au foie de mettre à la disposition du cerveau une petite dose de sucre pour qu'il reparte et que ce petit coup... Voilà. Parce que le foie, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il stocke du sucre pour le cerveau, mais il faut lui laisser la possibilité de le déstocker. Parce que si, à 11h, il y a un collègue qui a amené des chouquettes, on mange les chouquettes à 11h, à ce moment-là, le foie ne décharge plus son glycogène, c'est-à-dire sa réserve de sucre pour le cerveau, et à ce moment-là, il le stocke et on commence le foie gras. Donc en fait, on grignote parce que on a soit ce petit creux de 11h, qui est assez physiologique, on l'a tous. Mais est-ce qu'on a faim ? En fait, c'est très difficile de dire ça, je veux dire pourquoi, Philippe, parce qu'on n'a plus faim aujourd'hui. On mange plus, on se met plus à table parce qu'on a faim. On se met à table parce qu'il faut se mettre à table. La faim, c'est jusqu'à 13-14 ans. Vous savez, à 14 ans, 13-14 ans, au goûter, on crève de faim, on a vraiment un trou dans le ventre et il faut qu'on mange. Après, c'est très rare de ressentir cette faim. Donc en fait, les gens vont grignoter pour compenser déjà ce petit creux physiologique. Après, il y a ce qui trotte dans la tête. Ce qui trotte dans la tête, parce que quand on est adulte et qu'on a des responsabilités, eh bien, on a des petits soucis, qui peuvent être petits ou gros d'ailleurs. Et ces petits soucis, en fait, ils vous titillent. Et comme le cerveau adore une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est une hormone de plaisir, eh ben, le petit bout de chocolat, là, à 4 heures, ou voilà, il va faire un petit peu de dopamine pour le cerveau, parce que les capteurs de la langue vont tester le goût, ils vont activer une glande qui s'appelle le noyau accumbens, le système de la récompense, et puis il faut faire de la dopamine, et là on se sent très bien. Puis juste après, on a une petite culpabilité, parce que qui correspond à 2 choses. Soit c'est une culpabilité
structurée cognitive, c'est-à-dire ouais mais franchement je devrais arrêter parce que j'ai un petit bide et si je continue comme ça je vais grossir, ou je suis déjà gros. Et sinon, ça peut être aussi le fait de se dire, en fait, je suis incapable de résister à ce genre de choses, j'ai pas d'estime de moi-même, et ainsi de suite. Vous voyez, après, il y a des mécanismes qui correspondent, comme par hasard, à une petite baisse de la glycémie, parce que quand on mange un gâteau, on va avoir la glycémie qui va augmenter d'un coup. On va avoir de l'insuline qui va être sécrétée, et la glycémie va diminuer. Mais elle va diminuer de façon un peu plus basse qu'au début. Et donc, on va avoir une toute petite hypoglycémie qui va vous repousser à manger, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a ce genre de comportement, ce que je recommande, d'abord, vous buvez un verre d'eau, et plutôt tiède. Ça, c'est une tradition qui nous vient d'Inde et qui est qui est une très belle tradition. Si vous buvez de l'eau froide, très froide, vous allez augmenter l'acidité gastrique, et vous allez avoir envie justement de combler cette acidité gastrique. Et j'en parle aussi pour les gens qui font du reflux gastro-œsophagien. Vous savez ce que c'est que le reflux ? On dort, on a des brûlures qui remontent. D'ailleurs, il faudrait peut-être que vous fassiez avec un gastro une émission sur le RGO. Je crois que vous avez fait avec madame... j'ai vu une de ces vidéos. Avec Martine Colonna. Très bien, voilà, c'était très bien sur le RGO, comment on peut empêcher le RGO, parce que ça empoisonne la vie des gens, ça les oblige parfois à avoir des médicaments à vie, et le RGO c'est un truc qui est obsédant, parce que ça donne des toux, ça fait grincer les dents aussi, parce qu'on est complètement... voilà. Donc, pour revenir à notre grignotage, votre grignotage, il va provoquer à chaque fois deux choses. La première, c'est que quand vous grignotez, vous allez diminuer le pH de la bouche, parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de sucré ou de gras dans la bouche, le pH va diminuer. Et donc, si le pH... Alors, le pH, c'est quoi ? C'est la mesure de l'acidité. Plus le pH est bas, plus on est acide. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, ce pH va attaquer la plaque dentaire si on a un peu de tartre. C'est pour ça que moi, je demande toujours à mes patients s'ils se font un détartrage tous les ans, parce que dans cette plaque dentaire, vous avez des germes. Ces germes, vous allez les avaler, parce qu'ils vont être attaqués par l'acide, vous allez les avaler. Et alors là, c'est jackpot ou pas. Si ces germes sont toxiques, pas toxiques, vous allez les avaler, les mettre dans votre estomac, puis dans votre intestin. Et le deuxième chose, c'est que vous allez aussi augmenter l'acidité gastrique, parce qu'à chaque fois que vous mangez, vous augmentez l'acidité gastrique, et ainsi de suite. J'ai lu dans un très bon livre que vous avez écrit qu'il fallait éviter le citron à cause de ça, parce que c'était aussi très mauvais pour l'émail des dents. Alors voilà, le citron, c'est la meilleure et la plus mauvaise des choses. C'est mauvais pour les dents, si vous le buvez comme ça et que vous faites des gargarismes avec, parce que ça attaque l'intérieur des dents. Et donc, si en plus, encore une fois, si vous avez du tartre ou des choses comme ça, ça peut être très toxique. Et puis sinon, si vous n'en avez pas, eh ben, vous allez attaquer l'émail. Maintenant, c'est la meilleure des choses si vous le buvez avec une pipette, avec une paille. Avec une paille, oui. Oui, mais la pipette est bien aussi. C'est voilà, un peu hôpital. Voilà, c'est ça exactement. Mais bon. Je suis désolé. Et donc, voilà. Et si vous, alors à ce moment-là, c'est la meilleure des choses. Pourquoi ? Parce que le citron est acide au goût, mais il est alcalin dans l'estomac et il compense justement l'acidité du sang. Alors, docteur Alouche, je vous ai entendu parler de la leptine, l'hormone de la satiété. Est-ce que la leptine joue un rôle dans l'envie de grignoter ou pas ? Est-ce que ça veut dire que finalement, on a faim et donc à ce moment-là, on mange ? Oui, alors c'est une très très bonne question parce que, en fait, vous savez, l'organisme humain, il est bien entendu piloté par le grand patron qui est le cerveau et le général qui est le foie, qui est le chef militaire. Et en fait, quand vous multipliez les stimulations, à ce moment-là, vous allez user la machine plus rapidement. Je m'explique. Quand vous allez manger quelque chose de gras et sucré, à ce moment-là, vous allez avoir une sécrétion de leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est sécrété par les cellules qui sont qui stockent le gras, qu'on appelle les adipocytes, adipeux tissus et cytos, les cellules. Et donc, quand ces adipocytes voient arriver ce sucre et ce gras, elles envoient un signal en disant ça y est, on est plein. Voilà, parce que en fait, ce qu'on dit très très rarement et très peu, c'est que tous les organes se parlent. Ils se parlent tous. L'os parle aux muscles, qui parle au cerveau, qui parle au tissu adipeux, qui parle au foie, qui parle aux reins, qui parle... En fait, tout ça est complètement... L'espèce humaine, c'est toute une évolution à travers des centaines de milliers d'années. Et donc, ces organes ont appris à se... Parce qu'en fait, on est comme un banc de poissons, de milliers de sardines. C'est-à-dire que ce banc de poissons, il va évoluer ensemble. Nous, on est pareil. C'est-à-dire on est des milliards de cellules ensemble,
plus dans ces milliards de cellules, des milliards de bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Et au fond, tout ce système doit être organisé. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour qu'on arrive à cette perfection. Parce que l'homme, aujourd'hui, s'il domine la Terre, c'est pas par hasard. Hein. C'est parce qu'il est extrêmement adaptable, il est extrêmement plastique. Donc, pour revenir à la leptine, si vous faites tout le temps de la leptine, au fond, vous savez, quand on l'a découverte, ça a été découvert aux États-Unis, je crois que c'est un type qui s'appelait Friedman ou quelque chose comme ça, enfin, c'était il y a 20 ans. Le type fait une découverte, il s'aperçoit que quand on donne de la leptine aux souris obèses, eh ben, elles perdent du poids. Donc il s'est dit, ça y est, on a trouvé l'hormone de la satiété, c'est parti, hardi petit, on fait un médicament. Le problème, c'est que chez l'homme, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que d'abord, les hommes ne sont pas des souris ou des rats, donc faites très attention quand on vous donne une publication en vous disant « chez le rat, chez la souris », parce que c'est entre l'homme et la souris, il y a quand même un océan. Mais bon, pour comprendre les processus physiologiques, c'est très bien. Et donc, il s'est dit, on va donner de la leptine. Le problème, c'est que la leptine, elle a des récepteurs dans le cerveau. Et qu'à force de donner des flashs de leptine, bah, ces récepteurs s'épuisent au fur et à mesure, ils deviennent sourds. C'est-à-dire que vous avez, en plus, on fait de plus en plus de leptine. Les obèses, les gens qui sont en surpoids, sont des gens qui ont plus de leptine que les autres, et pourtant ils continuent à grossir. Voilà. Mais il va y avoir, il y a des publications extrêmement intéressantes sur justement le nouveau rôle du foie et de la veine porte sur la régulation de la glycémie. Je pense qu'il y aura des scoops qui vont être publiés dans 1 mois ou 2. Je pense qu'il sera intéressant d'expliquer simplement de quoi il retourne. Mais maintenant, on a compris que chez les obèses, dans votre cerveau, vous avez ce noyau, tout ce système de noyau arqué qui maintient le poids, qu'il sait le bon poids pour vous, même si c'est pas le bon poids pour vous en termes social. Et en fait, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est en obésité ou diabétique? C'est que il a les signaux d'hypoglycémie qui le font manger, mais il a de moins en moins de signaux d'hyperglycémie pour l'arrêter de manger. Et si on arrive à remonter ces signaux, vous avez compris que là, on tient quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement important pour faire mincir et maigrir les gens et surtout pour soigner le diabète. On parle du grignotage. Alors quel est l'impact, docteur Alouche, du grignotage sur le diabète? Est-ce que ça a une incidence? Pour les diabétiques, oui, ça a une incidence. Alors encore une fois, je rappelle qu'il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui est un diabète qui se déclenche avant 20 ans et qui est un diabète qui est lié à une maladie auto-immune. Ce sont des enfants qui vont faire une infection et à la suite de cette infection qui peut être totalement banale, vont développer des anticorps qui vont détruire des cellules particulières du pancréas. Ça porte ce nom, ça s'appelle les cellules bêta des îlots de Langerhans. Voilà, je suis désolé, mais c'est des cellules très spécialisées qui ne sont pas en très grand nombre. Et il va les détruire. Et d'ailleurs, il y a une piste très intéressante parce que on a beaucoup tapé sur les vaccins, mais il y a la piste du vaccin contre le rotavirus. En Australie. En Australie, je crois que j'ai peut-être déjà dit à ce micro, mais enfin en Australie, ils ont décidé de vacciner les enfants contre le rotavirus. Le rotavirus. Alors c'est quoi? Parce qu'il faut. Voilà, le rotavirus, c'est des virus sans aucune toxicité particulière qui touchent les enfants en bas âge et qui leur donnent des diarrhées, des gastroentérites. Voilà. Alors, les diarrhées comme ça, gastroentérites à répétition, ça, il y a des nourrissons, il y a des enfants qui ont ce genre de diarrhée. En fait, on s'est aperçu, et ça c'est en train d'être très très largement étudié, c'est que le rotavirus a un côté, comment on dirait, antigénique, je ne sais pas comment on peut dire ça. Enfin, en tout cas, il est reconnu comme un agresseur. Malheureusement, il ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les membranes de ces fameuses cellules des îlots de Langerhans. Et donc l'enfant fait à juste titre des anticorps contre ce rotavirus, mais il va tuer aussi ces cellules bêta des îlots de Langerhans. Et à ce moment-là, c'est le diabète de type 1, maladie auto-immune, les anticorps montent et l'enfant a détruit son pancréas. La seule façon de survivre, ce sera de faire des injections, 3 ou 4 par jour, ou d'avoir une pompe à boucle fermée, comme maintenant il en existe, c'est-à-dire qu'elle mesure la glycémie et elle injecte. Mais bon, voilà, ça c'est le type 1. Je vous taquinais parce qu'on est en train de parler de vaccins en antenne de ces fameux vaccins qu'on nous annonce. Oui. Non, mais les vaccins, je pense qu'il faut savoir raison garder, parce que l'affaire des vaccins, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec la médecine, qui a à voir avec bien d'autres choses qui sont plutôt économiques, avec les pentavalents, les décavalents. Quand vous avez 10 vaccins dans une même et que vous mettez un peu plus de stimulants immunitaires comme de l'aluminium, et ben à ce moment-là, vous avez une réaction immunitaire plus forte et ainsi. Donc, je pense que
la pire des choses, ce serait de dire que les vaccins ne sont pas bons et ne pas se vacciner. Franchement, qu'on puisse avoir des doutes, mais moi, les histoires de complot, de machin, de trucs, ça, c'est vraiment, voilà, vous savez, un complot, dès qu'on est deux et que le deuxième le dit à son mari ou à sa femme, tout le monde le sait. Donc, faut arrêter, quoi. S'il demande de pas répéter. Oui, c'est ça. Ne répète pas, je vais te dire un secret, on va mettre des... Voilà. Donc, tout ça, le grand complot mondial, le deep state, tous ces machins, c'est bien, mais bon, au fond, ça fait... moi, voilà, quand on est scientifique, il faut des faits. La réalité, c'est que grâce aux vaccins, aujourd'hui, et peut-être à cause des vaccins, mais Dieu merci, on est 7 milliards bientôt. Donc c'est grâce au vaccin, hein, faut pas rêver. Avant les gamins, ils mouraient en bas âge, ensuite de couches, il y avait des infections, il y avait des germes, des virus, des bactéries. Donc on doit, ce qu'il faut, c'est être réaliste vis-à-vis des vaccins, écouter son médecin, parce que franchement, surtout en France, vous avez des bons médecins, vous avez des gens qui sont informés. Alors ils ont peut-être pas beaucoup de temps parce qu'ils ont beaucoup de travail. Mais enfin, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Et pour les nouveaux vaccins, pour le Covid, le virus Covid, hein, parce qu'on parle de la Covid, petite... Vous avez vu qu'un auditeur vous a répondu sur le et le la. Oui. Mais pour moi, si vous voulez, qu'est-ce qu'un enfant qui va contracter le virus? Il n'a pas la maladie puisqu'il ne la fait pas. Donc, est-ce qu'il a contracté la Covid ou le Covid? Question sémantique. Voilà, bon, on arrête parce que c'est pas intéressant. Vous avez 3 heures. Alors, on a vu le diabète de type 1, il y a le diabète également de type 2 pour le grignotage. Alors, le diabète de type 2, c'est autre chose. Alors, donc, le diabète de type 1, excusez-moi d'avoir digressé, le diabète de type 1, c'est 10% en gros de tous les diabètes. Le 90%, c'est type 2, et type 2, c'est je fais pas d'exercice, je fais pas attention à ce que je mange, j'ai mes parents, un ou deux parents qui sont déjà diabétiques, donc qui m'ont transmis malheureusement la capacité peut-être de le devenir si j'ai pas une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est 90% des diabètes. Et malheureusement, dans le cadre du Covid-19 et de la maladie Covid-19, c'est vrai que les diabétiques ont payé un très lourd tribut. Un tiers des malheureuses personnes qui sont décédées, un tiers, sont des gens qui avaient plus de 65 ans et un diabète, donc ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce c'est terrible parce que ce germe a déclenché chez eux des réactions immunitaires fulgurantes avec des coagulations. Enfin, c'est franchement, voilà, c'est pour ça que la prévention, je le répéterai jamais assez, et j'aimerais que tout le monde le répète. La santé, c'est un capital qu'on ne peut pas racheter. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, je verrai demain, mais j'ai ça à faire. Là, vous pouvez être l'homme le plus riche du monde, le Bill Gates multiplié par 10, vous ne pourrez pas racheter un foie, vous ne pourrez pas racheter une santé. Alors, quel est l'impact du grignotage sur la glycémie? Alors, l'impact du grignotage, c'est très simple. Comment ça marche? Quand je mange, j'active l'acidité dans ma bouche. Donc déjà, premier risque, carie, parce que c'est voilà. Deuxièmement, j'augmente l'acidité de mon estomac. Deuxième conséquence, le reflux gastro-œsophagien. Troisièmement, j'active, comme le sucre passe dans le sang, j'active la sécrétion d'insuline du pancréas, qui se retourne de me bosser tout le temps, il bosse tout le temps. Et le foie, qui lui régule la glycémie, eh ben, il est obligé de faire les balances, donc de voir comment il peut stocker. Est-ce qu'il a de la place pour stocker dans les adipocytes? S'il ne peut pas stocker dans les adipocytes, il stocke chez lui, il fait du foie gras. Donc en fait, et puis c'est des alternances de « ouais, super, je me sens bien » et puis de coups de pompe et de culpabilité. Voilà, c'est ça le drame du grignotage. Alors ça ne veut pas dire jamais, parce que l'homme, il aime tout ce qui est nouveau, il aime goûter, il aime machin. Mais ce qu'il faut, c'est que le grignotage, il soit exceptionnel, quoi. C'est de temps en temps, il y a un ami qui vous présente un truc, bon, vous le faites, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Et si vous avez vraiment une envie tout le temps de mangez des choses. Alors d'abord, buvez un verre d'eau. À chaque fois que vous avez envie de grignoter, buvez un verre d'eau tiède, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez envie de grignoter, mangez des amandes. Vous prenez 4-5 amandes, non salées, non fumées, mais vous les mangez pas, vous les mangez une par une. Voilà, vous faites le mouvement. Vous grignotez, vous la grignotez, vous la grattez. Pas la poignée. Pas la poignée qu'on met dans la bouche. Voilà. Ce qu'il faut, c'est se dire, j'ai une mécanique. On le sait très bien. Si vous aviez une voiture, une belle voiture, est-ce que tout le temps, vous feriez des départs arrêtés au feu? Vous vous dites, au bout d'un an, ma voiture, elle vaut plus rien. Parce que je suis à froid. Vous êtes à froid, vous êtes à 1h15 du repas ou 1h30 du repas, j'appuie sur l'accélérateur comme une bête et je freine.
bah écoutez, votre voiture, au bout d'un an, c'est un tas, vous pouvez plus la vendre. Eh ben, elle fume bleu. Eh ben, vous, c'est à peu près la même chose. À un moment, tout votre système de régulation, estomac, pancréas, foie, intestin, parce que c'est l'intestin qui absorbe le sucre au début, hein. Un tiers du sucre est absorbé dans le premier tiers de l'intestin. Eh ben, à un moment, si vous voulez, les organes, ils disent au cerveau, j'en ai marre, quoi, ça suffit, arrête. Mais si le cerveau n'entend pas, parce qu'il veut sa dopamine, il veut son chocolat, il veut son petit shoot, hein, tout le monde sait bien qu'en fumant, on se fait du mal, et pourtant, on continue à fumer parce qu'on a besoin de ce plaisir. Une question qui revient souvent, docteur Alouche, c'est comment et par quoi remplacer le sucre quand on est diabétique ? Ah, alors d'abord, est-ce qu'il faut remplacer le sucre quand on est diabétique ? Il faut tout simplement en faire un ami. C'est toujours pareil. Quand vous avez quelque chose qui vous fait peur, la meilleure chose, quand on a peur de quelque chose, de quelqu'un, faites-en un pote. Parce que c'est la meilleure façon de le gérer. Hein. On gère plus facilement un ami, même s'il ne vous veut pas du bien, que de gérer un ennemi, parce que vous êtes toujours dans la confrontation frontale. Ça, c'est vrai de la vie sociale, c'est vrai de plein de choses. Comment faire un ami du sucre ? Connaissez-le. Sachez qui c'est. Vous savez, c'est petite histoire personnelle qui n'a rien à voir, mais moi, j'étais phobique des araignées quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, parce que c'est l'inconscient. Alors, on va pas ouvrir Freud, parce que là, on s'en sort plus, la mer, le machin, le truc. Ouais, puis là, il faudrait 3 heures. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'étais un peu aspiré comme ça. J'ai acheté des bouquins. J'en ai avalé, mais des bouquins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, parce que je suis un vieux monsieur maintenant. Et il n'y avait pas Internet, et j'ai appris. Vous savez qu'aujourd'hui, j'adore ces bestioles-là. Parce qu'elles font un boulot dingue, elles ne piquent pas, contrairement à ce qu'on pense, elles mordent. Et celles qui mordent, c'est les chasseuses, et il n'y en a pas dans les maisons. Donc en fait, vous voyez, la phobie du sucre, c'est la même chose. Si vous dites plus de sucre, parce que je suis diabétique, ça tiendra jamais. Parce que vous avez besoin de fibres. Les fibres, elles sont où ? Dans les légumineuses, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans les haricots. Donc ce qu'il faut, c'est le gérer. C'est dire, je t'aime bien, j'ai besoin de toi de temps en temps, mais je vais te gérer. Hein. Tu vas pas rentrer dans ma vie. Vous savez, c'est comme ces potes là qui viennent chez vous avec le machin, ils viennent avec toujours une bonne bouteille, un truc, et vous n'avez pas envie de le voir, quoi. Vous dites encore celui-là. Et voilà. Donc c'est pareil avec le sucre. Il faut l'apprivoiser, surtout bien le connaître. Lisez, écoutez, lisez. Qu'est-ce que c'est que l'index glycémique ? Quel est le pic ? Voilà. Alors, l'index glycémique, souvent les scientifiques disent oui, mais c'est trop facile parce qu'il faut voir l'index glycémique de tout le repas. Ok, mais enfin, quand on favorise à chaque fois des index glycémiques bas, globalement, on fait un bon boulot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une légumineuse ? Pourquoi la légumineuse, c'est mieux qu'un féculent ? Pourquoi ? Tout simplement parce que les amidons ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas absorbés de la même façon par votre organisme. Donc, apprenez. Si vous êtes fort comme ça, le sucre, c'est plus un danger. Alors, les édulcorants, qu'est-ce qu'on appelle un édulcorant ? Alors, l'édulcorant, c'est pour donner le goût sucré sans mettre de sucre. Alors, dans les sucres, vous savez, il y a 2 types de sucres. Il y a ce qu'on appelle, je suis désolé, les disaccharides et les monosaccharides. Disaccharides, c'est le saccharose, qui est essentiellement tiré de la canne à sucre. Hein, et de la betterave sucrière, hein, pas la rouge. Hein. La rouge, elle est bonne, mais la sucrière, elle fait que du sucre. Et donc, c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose, attachée. Voilà. Et puis, vous avez le fructose, qui est le sucre des fruits, c'est que du fructose. Donc, les édulcorants, c'est pour éviter de mettre ces produits dans les préparations, eh ben, on met des édulcorants qui sont parfois 100 à 1000 fois plus sucrants au gramme que le sucre. Alors, vous les connaissez tous, c'est l'aspartame. L'aspartame, c'est 2 acides aminés, hein. C'est rien d'autre. Hein. C'est pas un produit. C'est bien sûr, c'est un produit fabriqué, mais c'est 2 acides aminés. Alors, on lit énormément de choses et énormément d'études sur l'aspartame. Oui, c'est une question. Ami ou ennemi pour la santé. Attendez, il y a édulcorant ami ou ennemi, et puis dans les édulcorants, il y a l'aspartame. Ouais. Sur l'aspartame, il faut manger des quantités d'aspartame assez considérables pour avoir des effets, parce qu'on a accusé l'aspartame d'avoir un effet sur la dépression, mais il faut dire qu'on avait comme référentiel les GI en Irak, qui avaient dans leur besace derrière, avec un petit tuyau, parce que le casque lourd, la caméra, les armes, le pactage, à 40 degrés à l'ombre, franchement, il faut boire. Et donc, ils avaient des canettes de Coca Light. Je sais pas si c'est du Coca Light, ça peut être n'importe quoi, parce que les Américains ont une palette de boissons sucrées édulcorées. Et donc, ils t'étaient comme ça pendant, voilà. Quand vous avez ces quantités-là, et quand en plus, les canettes sont restées sur un quai en Irak sous le soleil, parce que l'aspartame n'aime pas la chaleur. Quand il commence à être chaud, il y a des composés qui vont précipiter. Donc, si vous consommez l'aspartame de bonne façon,
il n'y a pas de risque. Cela étant dit, faut-il consommer des édulcorants? Alors, je veux savoir si ces édulcorants avaient un impact sur les glycémies, docteur Alouche. Alors ça, c'est une excellente question. Au début, oui, pas après. Il faut savoir que quand vous leurrez votre cerveau, ça ne dure pas très très longtemps. C'est-à-dire qu'au début, il va prendre ça pour argent comptant, puis après, il va dire, mais mon bonhomme, là, c'est pas du sucre, vraiment, il n'y a pas de calories, donc je suis pas d'accord. Il faut savoir qu'il y a toujours les 3 fameux étages dans notre cerveau. Il y a l'étage de devant, de cortex frontal, qui est le cognitif. J'existe, je pense dont je suis, cartésien, j'ai envie d'un Coca Light, j'ai pas envie d'un Coca Light, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. En dessous, il y a un autre niveau qui est le niveau hédonique du plaisir, le fameux noyau accumbens, qui est dans une aire qui s'appelle, je suis désolé pour les noms, mais c'est comme ça en neurophysiologie, ça s'appelle l'aire tegmentale ventrale, pour ceux qui veulent aller voir sur Internet. C'est là où il y a le noyau, le fameux noyau accumbens, et le fameux noyau arqué qui régule l'appétit, les envies, où il y a la dopamine. Et puis, il y a en dessous un niveau très archaïque, qui est effectivement, c'est là où se passe, excusez-moi, le noyau arqué, c'est ce niveau archaïque, c'est le tronc cérébral. Ça, on le partage avec tous les mammifères de la Terre. C'est là où on a les noyaux qui ne sont pas accessibles à la raison. Donc vous voyez, c'est toujours l'alliance de ces 3 couches qui sont en fait l'évolution de l'homme. Au début, il y avait le tronc cérébral, qui était un truc très simple qu'on partage avec tous les mammifères. Puis après, on a mis la couche de plaisir dessus, la récompense. On le voit bien quand on étudie, par exemple, nos cousins singes, où justement on utilise la récompense pour leur faire faire des choses et ainsi de suite. Mais en se rappelant que ce sont des animaux sauvages, donc qui répondent à d'autres stimuli que nous. Il ne faut pas trop anthropomorphiser, si j'ose dire. Et puis au-dessus, vous avez le cortex frontal, celui qui s'est développé chez l'homme quand on a chauffé les aliments, hein. Parce que c'est la cuisson qui a... C'est la cuisson qui a fait que... La cuisson est la mer et les lacs. On sait que l'intelligence est née sur les bords de mer et autour des lacs, parce qu'on a mangé du poisson, riche en oméga 3, et que ces oméga 3 ont permis la maturation du cerveau des hommes, et que le cortex frontal, là où vous avez toute l'âme humaine, c'est là où on a la foi, où on a les décisions, les actions, eh bien ce cortex frontal que vous avez devant, c'est lui qui est censé mener votre vie. Alors qu'est-ce qui se passe quand je bois un édulcorant? Alors je vais vous faire la scène. Il est 4 heures, bon, j'ai besoin d'un petit coup de boost, un petit peu de caféine, je vais me prendre une boisson édulcorée, voilà, donc je la bois. On m'a dit que la boisson rouge, elle était moins bien que la boisson grise, oui. Parce que c'était du light et que ça me faisait moins grossir. Oui. Bon, on va voir qu'au fond, le bénéfice de l'un ou de l'autre est à peu près équivalent. Enfin, le bénéfice au sens plaisir. Donc, vous avalez ça. À ce moment-là, cognitivement, vous dites « Ah, c'est génial, je me suis fait du bien, j'avais un petit coup de pompe, là, il est 4 heures, je suis fatigué, je suis sur mon ordinateur depuis 6 heures, j'en peux plus. » Voilà. Après, sur la langue, vous avez eu le goût sucré. Alors, le goût sucré, il va activer le noyau de la récompense, le centre de la récompense, qui est le noyau accumbens, il va faire de la dopamine. Donc on est content. Mais dans la partie archaïque, le petit noyau arqué, lui, qui compte les calories, c'est très peu de neurones, hein, le noyau arqué, c'est plus et moins. J'ai faim, j'ai pas faim. D'accord, j'ai plus faim. Et lui, il va dire, mais je comprends pas. Tout le monde est content, il y a de la dopamine, mais moi, j'ai pas mes calories. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va dire, moi, c'est lui qui garantit la stabilité de votre poids. C'est lui qui assure votre survie. Parce que si on n'avait pas ça, on ne serait pas en ce moment en train de se parler depuis des millénaires. Donc, en fait, lui, il va dire, bon, j'ai pas ces calories au repas suivant, parce qu'il est très frustrant, lui. C'est pas un académicien. Il se dit au repas suivant, quelles que soient les calories, parce qu'il fait pas de différence entre calories, glucides, lipides, protéines. Au repas suivant, je vais manger un peu plus. Il y a un effet un peu comme ça, un peu, je récupère. Bon. Alors donc vous l'avez avalé, vous avez pris ça, très bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Y a pas l'index glycémique d'une boisson édulcorée, il est nul, quasiment nul, parce qu'il n'y a pas de truc. Mais, il peut y avoir un effet leurre pour le cerveau. Et certaines personnes, au début, vont faire un peu d'insuline, vont faire des petites hypoglycémies, vont avoir faim. Mais ça commence au début, et puis ça va commencer à disparaître. Par contre, il y a un autre effet, c'est sur la flore bactérienne intestinale. Quand la flore bactérienne intestinale voit des boissons édulcorées, à ce moment-là, ça modifie l'équilibre de la flore bactérienne intestinale. Et il y a beaucoup d'études, maintenant il y a à boire et à manger dans les études, il faut faire attention, qui disent qu'au fond, ça va simuler les mêmes effets que le début d'un prédiabète. Voilà. Donc, d'abord, première chose, il n'y a pas un individu qui se comporte de la même façon vis-à-vis des édulcorants. Pas un seul. Deuxièmement, il ne faut jamais dire jamais. Je préfère qu'un jeune, faut arrêter de parler comme ça, franchement, qu'est-ce qu'on est dur avec nous. Quelqu'un qui va en boîte,
Je préfère s'il conduit, je préfère qu'il boive une boisson édulcorée plutôt que d'alcool, parce que comme voilà. Non, mais ça a l'air de rien, mais bon, voilà. Donc si on diabolise tout, voilà, ça peut être un truc de plaisir de temps en temps. Voilà. Et puis, troisièmement, il y a édulcorant et édulcorant. Il y a des édulcorants, par exemple, à base d'alcool, enfin d'énol, qu'on a souvent dans les chewing-gums, vous savez, et qui donnent parfois, pour les gens, un peu de diarrhée ou d'accélération, un ballonnement. Hein. Donc ça, c'est comme du sorbitol. Hein. C'est comme si vous preniez du sorbitol. Il y a beaucoup. Ça, c'est dans les chewing-gum light. Dans les chewing-gum light, vous avez ça. Ça dépend. Donc, pour trouver votre chewing-gum light, il faut trouver celui qui vous va bien et qui vous donne pas de. Parce que les chewing-gums, c'est pas mal pour la plaque dentaire. Hein, mais ça dure 20 minutes, donc 20 minutes c'est pas très, très important. On ne garde pas toute la matinée, quoi. Voilà, vous avez d'autres édulcorants, vous avez le fameux stevia qui sucre énormément. Alors je ne sais pas s'il y en a du bio maintenant, parce que la stevia il faut la transformer pour pouvoir la rendre, pour pouvoir l'utiliser. Et puis vous avez l'aspartame, le très connu aspartame, mais vous avez aussi l'acésulfame de potassium. Vous en avez une dizaine comme ça qui sont utilisés. Moi je pense Qu'est-ce que vous conseillez vous pour les diabétiques, docteur Alouche? Moi pour les diabétiques, comme je vous l'ai dit, d'abord faites-vous du diabète un ami, donc devenez un professionnel de la connaissance des sucres. Voilà. Pour moi, un diabétique sauvé, c'est un diabétique qui sait ce que c'est que le sucre, hein, parce qu'il entend tellement de choses, le malheureux. Il faut arrêter les sucres. Ah, maintenant, il faut manger du sucre. Il faut quand même des féculents. Il ne faut pas de féculents. Voilà. Il devient le professionnel. À l'émission prochaine, nos diabétiques qui nous écoutent, il faut qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un sucre simple, un sucre complexe. Dans les amidons, la différence entre amylopectine et amylose. Hein, voilà. Je vous donne des jobs. On a encore un peu de confinement, donc profitez-en. Jetez-vous sur la documentation, parce que quand vous saurez ça, vous serez sauvés. C'est tout, parce qu'on ne peut pas vivre sans sucre. On n'y arrive pas. C'est très difficile socialement de ne pas manger de sucre. On peut le faire, bien sûr, on n'a pas besoin de sucre. Il n'y avait pas de sucre avant les années. C'est fin du 18e où on a commencé à avoir du sucre. Vous savez que ça a fait la richesse, par exemple, d'une ville qui s'appelle Mogador. Vous connaissez Mogador et Essaouira. Ça s'appelait Mogador, c'était une colonie anglaise, et c'est là où venait le sucre des cannes à sucre de l'Afrique subsaharienne et qui allait vers l'Angleterre, puisque la reine Victoria aimait tellement de sucre dans son thé qu'elle avait une bouche horrible, pleine de caries. Je suis désolé pour mes amis anglais, parce que la reine Victoria est une grande reine et ils l'adorent, mais elle avait franchement un goût pour le sucre, et à l'époque, le kilo de sucre coûtait une fortune. Hein, donc aujourd'hui, il est partout. Elle avait un précepteur musulman, là. Elle avait un précepteur musulman, oui, effectivement. Mais c'était une femme très éclectique. Très cultivée, oui, les reines anglaises ont quelque chose. Hein. Ouais. Elles ont quelque chose, les femmes reines anglaises. Elle a vécu très, 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 très longtemps. Ah oui, très, très. Je ne sais pas si le sucre l'a conservée, mais en tout cas, elle est. Non, mais il y a des gens exceptionnels. Bon, c'est des gens exceptionnels. On ne peut pas tous être exceptionnels. Hein. Bon. Donc vous conseillez finalement pas un édulcorant plutôt qu'un autre? Non, prenez celui que vous voulez, mais prenez-en le moins possible. Par contre, ça peut être utile si vous voulez faire, par exemple, des pâtisseries, quand même vous voulez vous faire plaisir. À ce moment-là, vous pouvez mixer entre un peu de sucre, un peu d'édulcorant, ça va renforcer. Mais les pâtisseries, encore une fois, c'est pas tous les jours. C'est quand ça peut être le dimanche, ça peut être quand il y a la famille. On n'est pas obligé de charger en sucre, de charger en miel, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je veux dire que ça, c'est nouveau. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Oui, mais l'amour, parfois, vous savez, c'est comme je dis souvent à mes patients, je dis, mais ne dites jamais que vous avez changé de régime. Jamais. Parce que même les gens qui vous aiment le plus, ils vont vous dire, mais enfin, mais t'es belle comme ça, ou t'es très bien comme ça, arrête, pas aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit, tu vas prendre une part de gâteau. Il n'y a aucune compassion quand on veut faire un effort, parce que manger, c'est la vie. Et que si on ne mange pas, on a l'impression qu'on va mourir, c'est pas vrai. Alors, quelles sont les mentions auxquelles on doit faire attention sur les emballages quand on achète des gâteaux, des produits allégés, des produits light? Alors, c'est la question. Il y a trois questions dans votre question. Les produits de grignotage. Alors, les petits gâteaux. D'abord, il faut regarder une chose, mais je pense que maintenant la réglementation a évolué. Il faut éviter ce qu'on appelle les acides gras trans et les acides gras hydrogénés, qui ont été très utilisés. Je crois que maintenant il y a une vraie réglementation là-dessus, qui est assez récente, parce que ces acides gras-là sont très athérogènes. C'est-à-dire que pour l'athérosclérose, c'est pas très très bon. Pour les gens hypertendus, diabétiques, il faut faire attention aux huiles hydrogénées, aux acides gras trans. Les trans, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, tous les pays les interdisent. Deuxièmement, ce qu'il faut regarder, c'est la quantité de sucre. Vous savez, il y a glucides dont sucre. Donc, regardez combien c'est pour 100 grammes. Hein. Alors, c'est simple. Si vous avez pour 100 grammes 40% de sucre,
eh ben ça fait 40 grammes, ça fait 40% de sucre. Donc ça, c'est très sucré, ça. Voilà, donc il faut faire attention parce que l'étiquetage est parfois un peu ambigu. C'est pour 100 grammes ou Voilà, c'est toujours pour 100 grammes et votre portion, peut-être qu'elle fait 250 grammes. Donc si vous avez 40% de sucre, 40 grammes de sucre et que vous faites, je vous rappelle qu'un carré de sucre c'est 5 grammes, donc ça fait 8 carrés de sucre. Si vous en mangez pour 250 grammes, vous avez mangé 16 grammes de sucre. 16 morceaux de sucre. Voilà. Ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Donc là aussi, les devoirs de vacances aussi, de fin de confinement, apprenez à lire les étiquettes. Apprenez à lire. Passez 2 heures, ça vous sauvera, vous et vos enfants. Il faut lire les étiquettes. Il faut, si vous voulez, il y a une telle profusion de produits sucrés, non sucrés, édulcorés, que si vous n'êtes pas un professionnel, il faut apprendre. Il ne faut pas écouter les rumeurs. Mais la mention, c'est don glucide don sucre. C'est glucide, don sucre. Don sucre. Ah oui. Voilà, glucides, don sucre. D'accord. Voilà. Et puis regardez aussi acides gras saturés. Parce que vous savez que dans les graisses, il y a 2 types de graisses, il y a les insaturés et les saturés. Et alors je vais encore compliquer les choses, mais je suis désolé, c'est que malheureusement, dans les grignotages, dans les acides gras insaturés, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme bons, vous savez, les saturés, c'est ceux dont on dit qu'ils tapissent les artères, et les insaturés, c'est les bons. Dans les insaturés, vous avez 3 insaturés. Oméga 3, oméga 6, oméga 9. L'oméga 9, c'est l'huile d'olive, il y en a peu dans les gâteaux, mais il y a toujours beaucoup d'oméga 6. Et le bon ratio, c'est 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Malheureusement, aujourd'hui, dans certains gâteaux, c'est 1 oméga 3 pour 24 oméga 6. Et les oméga 6 sont inflammatoires. C'est-à-dire qu'ils poussent l'inflammation au niveau de l'intestin, alors que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Donc, il y a dans les vous voyez, vous savez pourquoi on a ça? D'après vous, Philippe. Pourquoi est-ce que le créateur ou l'évolution a fait oméga 3? Tout simplement parce que quand on était dans les périodes de disette, on prenait plus d'oméga 6 parce que ça permettait de faire plus d'adipocytes de stockage pour préparer la cueillette et l'été. Et à ce moment-là, on pouvait manger. Et à ce moment-là, on mangeait des oméga 3 qui compensaient l'effet des oméga 6. C'était parce qu'à l'époque, on avait des stades de famine et de plénitude. Et comme ça, on équilibrait. Aujourd'hui, il y a trop d'oméga 6 dans notre alimentation. Beaucoup trop. Et ça, on le sait. Pour vous donner un exemple, le bon rapport, c'est 1 oméga 3 pour 5 oméga 6. Alors qu'en France, on est pour 1 oméga 3 pour 18 oméga 6. Et aux États-Unis, 1 oméga 3 pour 48 oméga 6. Donc voilà. Et ça explique, il y a un très très bon livre par un ingénieur agro qui s'appelle Veil, qui a écrit il y a 20 ans un livre c'est mon livre de référence encore aujourd'hui, et je lui rends hommage parce que c'est lui qui s'est battu, vous savez, pour avoir la filière bleu blanc cœur. C'est-à-dire qu'il a fait de la nourriture du bétail avec du lin, avec des oméga 3 pour qu'elle soit non inflammatoire. Donc il y a des poulets, des œufs, voilà. Et il a écrit un livre que je vous recommande si vous pouvez le trouver, s'appelle Tous gros demain. Et il a expliqué physiologiquement, scientifiquement, comment le fait qu'il y ait beaucoup d'oméga 6 à ce moment-là faisait grossir par des phénomènes non seulement d'alimentation, mais aussi épigénétiques, c'est-à-dire qu'on transforme, on excite quelques gènes qui normalement sont à l'état dormant. Alors, il y a aussi des nouveaux gâteaux de régime qui sont enrichis en vitamine B5. Docteur Alouche, quel est l'intérêt de ces gâteaux? Écoutez, la vitamine B5, l'intérêt, c'est un intérêt extraordinairement bien pour le marketing. Mais la B5, il y en a partout. Donc, c'est même pas l'enrichir ou pas l'enrichir, ça ne changera rien. Ça permet de donner une allégation scientifique, voilà, pas mal. C'est pas la vitamine D, quoi. Non, c'est pas la vitamine D. Alors, la fameuse vitamine D, aujourd'hui, on sait que le Covid, le virus Covid, a horreur de la vitamine D. Donc, faites tout ce que vous voulez, mais prenez de la vitamine D, demandez à votre médecin de la doser et de prendre des compléments. Il n'y a pas de surdosage en vitamine D. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'avant d'être surdosé, il faut en avaler des litres et des litres. Donc, si vous prenez une ampoule... Le foie de morue, là. Une ampoule. Oui, mais attention au foie de morue, parce qu'il peut y avoir une incidence sur le foie aussi. Ah oui ? Oui, tout à fait. Oui. Ça peut créer aussi, à grosse dose, parce que je sais que c'est très utilisé dans les pays du Maghreb, ça peut faire des stéatoses hépatiques à forte dose. Donc, toujours parcimonie. Attendez, l'homme, c'est que l'équilibre. Alors donc là, justement, pour se supplémenter en vitamine D, qu'est-ce qui est bien, docteur Alouche? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Moi, je conseille de prendre une ampoule par semaine à 50 000 unités pendant 2 mois. Et voilà, et puis vous remontez, c'est très facile à faire, une fois par semaine, on sait, le dimanche, le vendredi. Une fois par semaine. Une fois par semaine, 50 000 unités, prescrites par votre médecin. Les médecins connaissent ça très très bien. Et aujourd'hui, c'est hallucinant le nombre de gens qui sont carencés en vitamine D. Hallucinant.
Donc voilà, la vitamine D, je rappelle que c'est pas seulement une petite vitamine comme ça pour le luxe, elle a une action sur l'immunité, on l'a vu dans le Covid, puisque maintenant c'est prouvé, il y a eu des tas d'études qui sont sorties qui montrent que le Covid est plus agressif, beaucoup plus agressif chez les gens qui sont en hypovitamine D. La vitamine D, ça marche aussi sur l'humeur, mon cher Philippe. On est de meilleure humeur, on voit la vie différente. Voilà, on est quand même si on a justement ce cerveau cognitif qui gère notre vie, on est aussi des animaux pensants. C'est-à-dire qu'on a toute une physiologie et on a besoin de ces vitamines. On vit dans des villes où il n'y a plus de lumière. On vit dans des villes qui sont bruyantes. On vit dans des villes qui sont stressantes. Le stress bouffe toutes les vitamines. Là, il faut savoir. Et on se rend même plus compte du stress de base. Et je voudrais juste dire un truc sur ce qu'on entend tous les jours dans les émissions d'information, dans les télévisions. Écoutez ce soir votre journal télévisé en écoutant le ton de la voix des gens qui parlent. C'est un ton extrêmement agressif, comme si vous annoncez à chaque fois la fin du monde. Et alors vous connaissez l'effet placebo. D'ailleurs, je prends une petite pilule rose, il n'y a rien dedans et je vais mieux, parce que le cerveau pense que l'effet placebo, c'est 50% de réussite. Hein. D'accord ? Mais il y a un autre effet que personne... le nocebo. Le nocebo. Ouais. C'est-à-dire qu'à force, on met un stress patent et latent dans notre esprit, et c'est ça qui va générer des attitudes, parfois de l'acidité gastrique, plein de choses. Donc, soyez critiques sur ce que vous entendez. Et encore une fois, on est toujours en train de demander l'avis de la voisine ou du voisin. J'en ai rien à faire, moi, de l'avis de la voisine et du voisin. Réécoutez les émissions du docteur Alouche en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez les vidéos sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et puis, puisque vous avez le temps, puisque vous êtes confinés en ce moment, vous pouvez, et que les librairies réouvrent, vous pouvez lire La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie chez Albin Michel. Faut le montrer à la caméra. Merci, docteur Alouche. Merci, à très bientôt. Merci à Philippe, merci à Beurre FM. Voilà, et très belle journée santé sur Beurre FM.